Chouard Étienne. À voter. Vous avez voté pour qui? Je ne devrais pas vous poser la question. J'ai voté non. Vous avez voté non? Oui. Ah, vous n'avez pas élu, vous avez J'ai voté. Oui. Étienne Chouard, ce qui est intéressant dans le témoignage de cette Suissesse, de cette électrice suisse, voteuse suisse, votante, Oui. c'est que ce qu'elle défendait n'a pas gagné, ne l'a pas emporté, Et pourtant, elle a perdu, pourtant, elle était contente. et pourtant elle vit ça comme une victoire. C'est-à-dire qu'elle vit comme une victoire le fait d'avoir pu voter de cette façon-là, plus encore que la victoire de ses idées. Parce qu'elle a été à l'initiative. Et c'est décisif, l'initiative. Étienne Chouard est professeur d'économie et de droit, et aussi blogueur. Il milite, depuis 2005, pour le RIC, référendum d'initiative citoyenne, et un processus constituant populaire. Dans le référendum d'initiative citoyenne, bon, le référendum, c'est une chose, c'est très important. On décide au lieu d'élire. Mais le fait que nous ayons une initiative est absolument central. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous n'avons aucune initiative. Le mot d'initiative est en général passé sous silence dans RIC, Voilà. alors que c'est le I qu'on entend le plus, et pourtant c'est un mot qu'on oublie. On pense référendum citoyen, on se dit qu'initiative est un mot pour faire joli, et en vérité c'est un mot décisif dans l'esprit du RIC. Ah oui, complètement. En fait, le RIC est une procédure démocratique à l'intérieur d'un jeu d'institutions non démocratique. J'ai failli dire antidémocratique, parce qu'en fait, CIS en France, Madison aux États-Unis, donc les pères fondateurs des institutions représentatives, mettaient le peuple expressément à l'écart. Volontairement, sciemment, ils décidaient que non, la France ne serait pas une démocratie et ne saurait l'être, disait CIS. Mais les raisons pour lesquelles CIS le disait, qui était lecteur de Rousseau, c'est que, comme le dit Rousseau dans le Contrat social, je veux ici le lire, « Comment une multitude aveugle, qui souvent ne sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle d'elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu'un système de législation ? De lui-même, ajoute Rousseau, le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même, il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé. » On peut faire 1000 objections au RIC, travailler sur ces questions et les problèmes que ça pose. Je voudrais qu'on se concentre sur celle-là. Comment surmontez-vous cette restriction rousseauiste au RIC, c'est-à-dire l'idée qu'en somme... L'opinion doit être éclairée. Que l'opinion doit être éclairée pour se saisir d'un bulletin de vote. Précisément, ce que font les Gilets jaunes en ce moment, c'est que ils s'emparent de l'écriture de l'institution du RIC sans se contenter de dire à partir de 50 000 personnes peuvent déclencher une initiative et ensuite le vote par référendum décidera. Ils ne se contentent pas de dire ça, ils réfléchissent à deux aspects essentiels d'un référendum d'initiative citoyenne bien pensé. D'abord, ils réfléchissent à la période qu'il y a entre l'initiative et le vote, c'est-à-dire qu'ils disent dans leurs ateliers constituants... Qu'est-ce qu'on fait pendant cette période ? Alors, voilà, mais d'abord la longueur de la période. Ils disent il faut qu'il y ait un long temps entre l'initiative et le vote pour que les citoyens qui ne connaissaient rien... Donc il y a ceux qui font l'initiative, qui connaissent le sujet, mais tous les autres citoyens qui vont être appelés à voter, eux, ne savent rien de la question. Et il n'est pas question de leur demander trop vite leur avis puisqu'ils ne connaissent pas la question. Et donc on institue, c'est-à-dire qu'on oblige les initiateurs à attendre 6 mois ou 1 an, suivant la difficulté. D'ailleurs, ça peut être aux initiateurs ou à une chambre spéciale du référendum de décider s'il faut du temps ou pas, combien de temps il faut pour réfléchir. Et donc, quand nous faisons nos ateliers, nous autres citoyens, nous savons que nous ne connaissons pas bien les questions sur lesquelles nous allons être appelés à opiner, et donc nous organisons, pour éclairer notre opinion, nous organisons une période d'information. Ce qui est important, c'est que pendant ces 6 mois, pendant cette année de préparation à ce qu'une opinion correctement formée soit exprimée, il faut absolument que nous ayons, nous les citoyens, nous ayons été exposés à plusieurs conférences exposant les arguments pour, plusieurs conférences exprimant les arguments contre, et puis des controverses. Il faut que nous obligions, et ça c'est vraiment, à mon avis, de bonnes institutions démocratiques organisent la mise en scène des conflits. C'est vraiment des controverses entre des gens qui ne s'aiment pas du tout, qui ne sont pas du tout d'accord, et qui doivent, parce que les institutions les y obligent,
confronter leur point de vue. Mais depuis 1969, chacun sait, depuis la jurisprudence de Gaulle, où en fait l'enjeu du référendum n'était pas la décentralisation ou la réforme du Sénat, mais évidemment la question de savoir s'il allait rester ou pas, depuis cette jurisprudence où en vérité les gens qui votent au référendum ne votent pas à la question qu'on leur pose, est-ce que cette jurisprudence-là ne rend pas caduque, en somme, le référendum, dans la mesure où ça n'est jamais à la question posée que l'on répond, c'est toujours à celui qui la pose? Là, vous êtes en train de faire le reproche au référendum d'initiative citoyenne, un reproche qu'on peut effectivement faire au référendum à l'initiative du prince. C'est vrai que quand le prince fait un référendum, c'est très souvent à visée césariste. On appelle cette procédure césariste pour ça, parce que César entre guillemets, c'est-à-dire le tyran, profite de cette procédure pour établir une légitimité à bon compte, puisqu'il ne pose que des questions auxquelles on répond oui. Et après ça, fort d'un gros pourcentage de oui, il peut dire, il peut se permettre, comme Napoléon III, j'ai retrouvé mon chiffre. Les politiques les plus liberticides. Voilà. Mais on peut absolument pas dire ça avec un référendum d'initiative populaire, puisque aucune personnalité n'est à l'initiative du référendum. C'est un groupe, c'est des centaines de milliers de personnes qui sont à l'initiative, et donc il n'y a aucune raison de voter pour ou contre une personne. Donc ce reproche-là, cette jurisprudence dont vous parliez, on peut pas la renvoyer comme un argument contre le référendum d'initiative citoyenne. Juste un mot, vous avez dit référendum d'initiative populaire. C'est pareil pour moi. C'est pareil pour vous. Les deux termes sont synonymes. Je sais qu'il y a des gens qui s'empaillent là-dessus. À mon avis, c'est des disputes pour rien. Parce donc que, RIP, RIC, même combat. Voilà, c'est pareil. Ingrid Levavasseur a longtemps été considérée par les médias comme la porte-parole, ou l'une des porte-paroles, du mouvement des Gilets jaunes. Vous vous connaissez tous les deux? On se rencontre aujourd'hui. Vous vous rencontrez aujourd'hui. Je voudrais, Ingrid, que vous nous racontiez un tout petit peu votre parcours et les mésaventures qui l'ont jalonné aussi. Vous aviez commencé en Gilet jaune en majesté. Et un jour, vous êtes allé sur BFM et pour votre malheur, ça s'est bien passé. Tout à fait. C'est-à-dire? J'ai été gilet jaune à la première heure, au 17 novembre. Je suis allée manifester avec tous les gilets jaunes parce que j'avais ce ras-le-bol continuel. Donc, gilet jaune, canal historique, là, hein, 17 oui, novembre. Tout à fait, voilà. 17 novembre. Voilà, j'ai été manifester, j'ai bloqué un péage avec mes amis et mes camarades gilets jaunes que je ne connaissais absolument pas. En Normandie. En Normandie, tout à fait. Et tout s'est très bien passé. Et j'ai pensé y aller une seule journée. Et j'ai continué, en fait, le lendemain, et ainsi de suite. Comme tout le monde. Voilà, il y a une certaine solidarité qui s'est instaurée. Et j'ai été médiatisée, voilà, sur ce péage. J'ai été médiatisée dans la semaine qui a suivi. Et j'ai été un petit peu élevée par rapport aux autres. J'ai pris la lumière afin de pouvoir dire ce que les gilets jaunes, en tout cas les personnes dans ma situation avec une précarité que je connaissais en tant qu'aide-soignante. Vous êtes aide-soignante, voilà ce que je veux dire. Oui. Mère célibataire avec mes deux Mère enfants. célibataire, aide-soignante, 2 enfants. Tout voilà à fait. Voilà. Le quotidien difficile, hein, en travaillant dignement. Je voulais simplement vivre. Et pour ma part, c'est la précarité qui m'a fait aller dans la rue. Comme beaucoup de gilets jaunes. Et les choses se sont ainsi faites. Donc j'ai pris la lumière, j'ai voulu l'utiliser pour servir le mouvement d'une manière sincère. Après, on l'entendra évidemment d'une manière différente puisque j'ai été agressée publiquement dans la rue parce que j'ai voulu faire évoluer ce mouvement en le structurant, en l'organisant pour pouvoir lui donner une possibilité d'évoluer ultérieurement. J'ai été un peu freinée dans mon élan. Aujourd'hui, vous n'êtes plus gilet jaune? Je suis sortie du mouvement en manifestant, mais je revendique toujours les revendications premières, à savoir plus de pouvoir d'achat, plus d'égalité. Et est-ce que vous n'avez pas grande amertume à l'idée qu'en somme, ce mouvement-là se soit privé de porte-parole? J'ai aucune amertume en fait. Comme je n'ai aucune haine ni aucune colère, je pense que si les choses se sont passées ainsi, c'est qu'il y avait une raison et que je vais aller ailleurs autrement. Et ce qui est fait, et c'est ainsi. Est-ce que le tort des Gilets jaunes, Étienne, n'est pas d'avoir voulu, au nom même de la démocratie d'ailleurs, de s'être privé des moyens même, non pas d'exercer le pouvoir, mais de tenir une place qui était toute faite pour eux, à l'intérieur même des institutions qu'ils conchiaient? Mais c'est pas fini, hein. À mon avis, ce qui s'est passé avec Ingrid, c'est que elle a voulu représenter peut-être un peu trop tôt, parce que quand les Gilets jaunes sont sortis de chez eux, c'est avec une détestation de la représentation, l'impression d'être l'objet de trahison, d'être spolié ou dépouillé chaque fois qu'un représentant parlait en leur nom. Voilà, d'être trahi depuis des décennies. Et donc ils sont sortis de chez eux en disant
on ne veut pas de représentants, on ne veut pas de politiciens, on veut décider de notre sort nous-mêmes. Et dans ce contexte-là, qui est légitime, qui se comprend, et qui, à mon avis, est la meilleure base d'un processus constituant, c'est bien de commencer à réfléchir à nos institutions avec comme fondement une défiance. Et il faut que nous arrivions à imaginer des institutions qui nous permettent de ne plus être défiantes, c'est-à-dire enfin d'avoir confiance. Mais c'était aux Gilets jaunes, et c'est encore aux Gilets jaunes parce qu'ils n'ont pas fini le travail, ils ont commencé, ils n'ont pas fini, c'était aux Gilets jaunes de penser eux-mêmes les termes de la représentation, c'est-à-dire de dire comment on va désigner les acteurs, rond-point par rond-point, péage par péage, comment on désigne nos acteurs, quel mandat on leur donne. Est-ce qu'ils préparent les lois et ils nous les font voter sur le rond-point, ou est-ce qu'ils décident tout à notre place, comme les élus aujourd'hui? Et comment on les surveille? Comment on vérifie qu'ils nous représentent bien quand ils vont voir le Premier ministre? Comment on les surveille? Et comment on les contrôle, donc? Et comment on les punit quand on n'est pas content? D'accord. Et donc, ces règles de la représentation, il me semble, et c'est vraiment, ils sont exemplaires de ce point de vue, parce que ils font ce que nous devrions tous faire. Nous devrions tous réfléchir aux règles de la représentation pour avoir des représentants. Il n'est pas question de ne plus avoir de représentants, mais ils ont bien raison de se méfier des représentants. On va en parler quand on va parler de la dimension révocatoire du référendum d'initiative citoyenne. C'est un des aspects, oui. C'est pas le seul, mais quel que soit le choix que les citoyens vont faire, et on ne peut pas préjuger, ni vous ni moi, de ce qu'ils vont décider, mais à mon avis, c'est à eux, c'est à nous, vous aussi évidemment, c'est à nous de décider des termes de la représentation. Je vous présente Raymond Aron. Je voudrais avoir votre sentiment sur une intuition d'Aron. Aron rend visite au sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères en 1932. Il a vu les premiers autodafés en Allemagne, 32-33. Il a vu les premiers autodafés. Il est très pessimiste et il fait un tableau désastreux de la situation allemande en 1933. Il dit c'est l'enfer. Et le sous-secrétaire d'État, Joseph Paganon, lui dit à ce moment-là, mais alors qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Et Aron se retrouve pour la seule fois de sa vie muet comme une carpe. Il ne sait pas quoi répondre à cette question. Et il s'est juré qu'une telle mésaventure ne lui arriverait plus jamais. De là un précepte. Il faut toujours penser, dit-il, en se mettant à la place des gens qui gouvernent. Phrase qu'on a voulu lire comme une défense de l'ordre établi, mais que peut-être les Gilets jaunes, et je voudrais avoir votre sentiment à tous les deux, pourraient reprendre à leur compte. Si l'enjeu est d'exercer le pouvoir, il faut savoir ce qu'il est possible de faire. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, Ingrid Levavasseur? Penser en se mettant à la place des gens qui gouvernent. Ça m'a été reproché parce que j'ai voulu penser à la place de ceux qui nous gouvernent, tout simplement parce que je me suis dit, je l'ai dit d'ailleurs ouvertement, je l'ai dit, j'ai dit, je ne pense pas qu'ils puissent résoudre toutes les misères du monde en si peu de temps, je ne pense pas qu'ils puissent faire beaucoup plus que ce qui a été détruit ces 40 dernières années. Et j'ai été d'ailleurs insultée, en tout cas cataloguée de macroniste, parce que j'ai dit qu'il fallait se mettre à leur place. Évidemment, dans un gouvernement, il y a plusieurs personnalités, et à titre individuel, ils ont tous une façon de penser. Maintenant, ils suivent des éléments de langage, ils suivent un parti qu'ils ont décidé de suivre, et à titre individuel, ils ne peuvent pas changer les choses. Et je trouve ça relativement dommage. Pour ma part, j'ai voulu me lancer, et de nouveau, ça m'a été reproché, de par aussi cette défiance. Comment comprenez-vous cela, Étienne, ces mésaventures, malgré tout? Parce que l'entreprise est louable. Oui, mais si vous voulez, les mêmes qui ont ôté ses yeux au peuple lui reprochent d'être aveugle. Nous ne sommes pas représentés depuis des décennies. Depuis que nous sommes nés, nous n'avons jamais été représentés. Donc nous nous méfions de la représentation qui n'opère pour nous que des trahisons. Et au moment où nous nous révoltons, méfiant de toutes les formes de représentation, quand l'un d'entre nous, armé des meilleures intentions du monde, prétend être notre représentant, nous le chassons excessivement, je suis d'accord, et violemment, c'est inadmissible. Mais ça se comprend, et c'est pas si grave. Enfin, je veux pas... Enfin, On sent que ça vous est pas arrivé à vous, hein? Non, je suis moi-même... Vous avez eu votre lot d'insultes. J'ai mon lot, voilà, tout à fait. Et si vous voulez, j'arrive à le comprendre en me mettant du point de vue de Sirius, en mettant de l'extérieur, j'arrive à comprendre que les humains qui sont en train de se révolter ils vont faire des bêtises, ils vont pas faire que des bonnes choses. Et en même temps, ils sont en train, rond-point par rond-point, de réfléchir au terme de la représentation. Et ça va leur permettre, un peu plus tard, probablement Ingrid, si c'était une mise en avant de bonne volonté trop tôt, et c'est dommage, mais c'est un cas particulier. Donc, ce que vous dites, pour bien comprendre, ce que vous dites, c'est que l'avenir des Gilets jaunes, c'est une politisation des Gilets jaunes, oui, une entrée dans le système, en fait. Tout à fait. Pour ma part, j'en suis assez Ingrid, sur cette question, pardon, c'est très important. Je suis assez d'accord. Je pense qu'ils vont se politiser. D'ailleurs, il se dit dans le mouvement
qu'aujourd'hui, en fait, si je m'étais présentée aujourd'hui, si j'avais fait les choses avec plus de temps, ils se seraient mis d'accord. Parce que je ne suis pas contre les Gilets jaunes, même encore aujourd'hui, alors qu'ils m'ont expulsée violemment. Je continue à revendiquer les premières revendications. Je continue à les défendre malgré certains aspects qui me dérangent. Je continue à penser que ce mouvement est exceptionnel et qu'il y aura des retombées exceptionnelles. Et je pense aussi qu'il y aura une politisation parce qu'ils vont peut-être comprendre avec un peu plus de temps qu'il faut infiltrer le système de l'intérieur. Tant que les Gilets jaunes n'ont pas encore intégré le système politique, il y a en politique, c'est l'un des problèmes, des gens qui parlent en leur nom ou qui s'attribuent le droit de parler en leur nom. Pourquoi pas? On va en écouter un ici, qui est à l'origine d'un projet déposé à l'Assemblée nationale de référendum d'initiative citoyenne. C'est Jean-Luc Mélenchon, dont l'honnêteté d'ailleurs commande de dire qu'il nous a offert les images que nous allons voir maintenant. Il aurait pu les facturer, il ne l'a pas fait, c'est à son honneur. Voilà. Et dans cette Constitution, vous ferez rentrer les droits sacrés qui sont dorénavant ceux de la liberté individuelle, mais surtout, vous devez veiller à conserver votre pouvoir en permanence, parce que dans cette Constitution, je proposerai qu'on y introduise le référendum révocatoire, qui donne la possibilité au peuple de révoquer un élu à partir du moment où il a recueilli le nombre suffisant de gens qui le demandent. Le référendum révocatoire. Restons un instant, s'il vous plaît, ensemble sur la question, la dimension révocatoire du référendum d'initiative citoyenne. Imaginez, par exemple, on vit dans un monde où le référendum révocatoire est possible. Vous êtes élu. Magnifique. Et puis, vous prenez une décision qui a l'heure de mécontenter 52% des gens qui auraient pu voter pour vous, et qui immédiatement, ou au bout de 6 mois, au terme d'une procédure, etc., considèrent que cette décision leur déplaisant, vous n'êtes pas à votre place là où vous êtes, et que par conséquent, ils vous révoquent. Est-ce que vous avez, l'un et l'autre, le sentiment d'un gain de démocratie avec ce système-là? Évidemment. Évidemment, dit Étienne. Ingrid? Je ne suis pas certaine qu'il faille faire et défaire. C'est là où le RIC me pose problème, c'est que j'ai peur qu'on avance et qu'on recule en permanence. Je vois par exemple, je vais vous donner un exemple de terrain pur et dur, j'ai été représentante des délégués des parents d'élèves dans une école. Alors vous allez me dire, rien à voir. Si, pas du tout, parce que en fait, ces personnes qui sont directement concernées, on parle de leurs enfants, on parle des activités qu'ils vont faire, de leurs vacances, et on met en place un système, une organisation. On se démène le dimanche, les jours fériés et compagnie pour pouvoir leur rendre service. Et bien, quand vous regardez sur le nombre de parents dans cette école, vous avez à peine 10% qui participent, et ce sont toujours les mêmes et en permanence. J'ai peur à l'avenir que ce soit aussi de cette façon que cela fonctionne. Il y a plein de personnes dans notre société qui se fichent totalement de savoir s'ils doivent prendre ou non des décisions en permanence. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et je comprends que vous l'entendiez comme ça. Moi, ce que je vois et autour de moi, les gens n'ont pas le besoin nécessaire de participer en permanence. Et c'est là où je me dis, attention, qu'est-ce qui sera mis en avant ou pas, et cette révocation... Permettez-moi, Étienne, avant d'y répondre, de traduire en termes rousseauistes ce qu'Ingrid Levavasseur vient de dire. Rousseau, vous connaissez ce passage dans le Contrat social, « Seul un peuple de Dieu se gouvernerait démocratiquement, un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes ». Pourquoi Rousseau apporte-t-il cette restriction à son contrat social? Parce qu'il considère qu'on ne peut pas obtenir d'un individu qu'il se voue continuellement à la chose publique. Il faut gagner sa vie, il faut s'occuper de ses enfants, il faut penser à soi, il faut se faire plaisir aussi, etc., etc. Nous sommes faits de toutes ces dimensions, une dimension publique, mais pas que celle-là. Tout le monde n'est pas un saint. Est-ce que le référendum révocatoire, indépendamment du fait que le pouvoir est suspendu au bon vouloir du peuple, est-ce que le référendum révocatoire ne pose pas un second problème, qui est de demander aux électeurs d'être en permanence des citoyens? Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Mais dans les pays où ça existe, par exemple en Californie, où ils ont le référendum en toute matière, y compris révocatoire, il n'y a pas de révocation aussi souvent que ça. Les élus, sachant qu'ils peuvent être révoqués s'ils ne suivent pas la volonté populaire, flattent leurs électeurs. Mais pas du tout. Pourquoi vous produisez des démagogues avec ça. Mais pas du tout. Vous dire. Les démagogues, c'est précisément les élus. Les élus sont les pires démagogues et les pires rhéteurs dont vous avez peur. C'est-à-dire que vous avez peur, dans le contexte du référendum d'initiative populaire,
de travers que vous ne voyez pas dans l'élection. Dans Moi, l'élection, quand nous on me n'avons flatte, que... j'ai l'impression qu'on me méprise. Mais vous vous Un trompez. élu qui a peur de se faire virer Mais vous à la vous première incartade est un élu qui va courtiser son peuple. Mais pas du tout. Il va simplement servir ses intérêts. Et quand il les aura mal servis, il se fera virer comme n'importe quel employé qui est plus bien employé. Il fait pas le boulot, comme un salarié qui fait pas le boulot. C'est marrant quand même parce que C'est pas un employé, mais un si, élu. mais bien sûr que si. Nos représentants devraient être nos employés. C'est ça qu'il faut changer. Pour l'instant, ils ne le sont pas. Ils devraient l'être. Nous avons, nous les représentés, c'est-à-dire la multitude. Nous avons besoin d'être représentés. Donc nous avons besoin en quelque sorte, de serviteurs du bien commun qui cherchent à savoir quelle est notre volonté générale, qui substituent surtout en aucun cas leur volonté à la volonté générale et qui doit donc servir nos intérêts. Et quand nous estimons qu'ils ne servent pas nos intérêts, il faut qu'on puisse s'en débarrasser tranquillement. Hein, et on les renvoie chez eux. Il n'y a pas besoin d'avoir des sanctions plus graves que ça. Vous n'êtes pas pour les tribunaux populaires. Non, enfin encore que, bon, sur des sujets, ça dépend. Quand quelqu'un a trahi au plus haut degré, il faut qu'il puisse être jugé. J'ai pas de problème non plus avec ça. Ce que je veux dire, c'est que les élus, sachant qu'ils peuvent être révoqués à tout moment, vont se comporter mieux. Et donc, ils vont pas être révoqués puisqu'ils se comportent mieux, vous comprenez? Est-ce que vous partagez ce sentiment, Ingrid? Je dois entendre Ingrid là-dessus. Est-ce que quelqu'un qui sait qu'il peut être révoqué en permanence, il fait gaffe en fait, il se comporte mieux? Ou est-ce que quelqu'un qui sait qu'il peut être révoqué en permanence fait juste attention à caresser les gens? Mais caresser les gens, il s'agit de l'intérêt général. Je pense surtout à ceux qui vont devoir voter. présentez. Je ne pense pas à celui qui est élu, je pense à ceux qui vont devoir voter. Quand il y aura, par exemple, admettons qu'on soit aux États-Unis. En Europe, ça n'existe pas. Ceux qui détiennent le RIC n'utilisent pas la demande du droit de port d'armes. Allons aux États-Unis, admettons. On arrive aux États-Unis. Est-ce qu'on n'aura pas un système de propagande qui va justement inciter les gens à voter pour ce type de réforme? Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus parce qu'on est à l'ère du temps où les réseaux sociaux sont abominables, où à la télé on peut voir tout et n'importe quoi, et j'ai peur qu'il y ait une incitation du votant pour justement le mettre dans une situation où il Est-ce que serait vous n'avez pas incité. des votants théoriques en fait, des votants abstraits en somme, parce que les gens sont sous l'influence des médias. Et précisément, il y a quelque chose dont on aurait dû parler tout à l'heure quand on a fait l'introduction et dont on n'a pas parlé, c'était le deuxième point que je voulais évoquer avec vous. Vous vous souvenez, je vous disais, quand nous réfléchissons à l'institution du RIC, nous pensons à un long temps d'exposition, de mise en scène des conflits, et ce à quoi nous réfléchissons aussi, c'est à l'indépendance des médias. Nous organisons, dans les articles qui instituent le RIC, nous organisons une indépendance des médias. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal que tous les journaux du pays, en France, tous les journaux du soit pays... la propriété de 9 milliardaires. C'est quand même très etc. problématique. Voilà. C'est un argument que j'entends. Mais c'est super important parce que le RIC, Oui, mais... le RIC en Suisse ne donne pas les résultats qu'il pourrait avoir, précisément parce qu'en Suisse aussi, les médias sont achetés par les milliardaires et les partis les plus puissants, les partis des milliardaires déclenchent des initiatives qui ne sont pas conformes à l'intérêt général. C'est vrai qu'il y a des biais possibles avec le RIC, mais dont on peut corriger les inconvénients Pardon, par des institutions. Malheureusement, on arrive au terme de cette discussion. Il faut qu'on achève avec un goût de début. Vous connaissez l'histoire de Thélème, de Rabelais, dans le Gargantua? Je veux juste vous dire ça. C'est la seule objection que je vous ferai, en fait. Le principe de l'abbaye de Thélème que Rabelais décrit dans le Gargantua, c'est « fais ce que voudras ». Tout le monde ici adhère à ce principe sublime. Fais ce que voudras. Je pense que la liberté, c'est une construction d'une limitation qui organise la liberté pour tout le monde. C'est vous qui dites ça. Mais bien sûr, comme Rousseau. C'est l'acceptation d'une limitation à nos libertés qui va permettre que la liberté soit vraiment partagée. Alors, pense ce que voudra, de fais ce que voudra. L'analyse que j'allais proposer du fais ce que voudra était de dire que effectivement, ça se passe bien, alors chacun fait ce qu'il veut, mais c'est parce que chez Rabelais, chacun rendu à lui-même, éduqué, cultivé, érudit, croyant, se fait l'interprète de la Providence. Et c'est la raison pour laquelle ça fonctionne. Oui, mais c'est une vue de l'esprit, voilà. Et donc il faut, en fait, il nous faut des institutions pour cadrer avec le réel. Le réel est plus exigeant. Il faut pas qu'on laisse libre les hommes. Il faut pas qu'on laisse libre les hommes. Venez, bien sûr, la liberté favorise le plus fort et le plus fort va abuser des faibles si on le laisse en liberté. On entre à Thélème. Venez. Le premier. Ah non, ça marche pas. J'ai cru. Ah si, regardez. Excusez-moi, je vous passe devant. Venez. Venez, Étienne, on est bien ici. Pourquoi faudrait-il s'engueuler quand on n'est pas d'accord?
Voyez qu'entre gens de bonne volonté, le dialogue n'est pas si difficile, il est même évident. La démocratie est notre bien commun. Et l'examen des conditions de la liberté politique est le sujet le plus important pour les citoyens que nous sommes. Rénover la démocratie, ce n'est pas seulement changer les institutions. C'est aussi, et peut-être d'abord, mettre en scène les désaccords et s'en servir pour changer d'avis.